Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une ancienne tireuse d'élite noire en avait assez de son voisin raciste et lui a fait regretter. Dans une banlieue résidentielle paisible du Kansas, à 3 rues d'un ancien champ de tir reconverti en parc public, vivait Madeline Carter, une femme noire de 54 ans, discrète, aux gestes lents mais mesurés, et au regard perçant, comme si elle scannait le monde sans jamais hausser le ton. Le quartier, uniforme et tranquille, semblait figé dans le rêve américain, est bien taillé, drapeau flottant devant les porches, enfants jouant au ballon les dimanches après-midi. Personne n'aurait deviné que l'une des résidentes avait passé la moitié de sa vie dans des zones de guerre. Ceux qui la croisaient en jogging tôt le matin avec son vieux labrador, Charlie, l'imaginaient veuve, ou peut-être ancienne prof de littérature, une femme solitaire marquée par le deuil ou la nostalgie. Elle saluait poliment, répondait avec une voix douce, puis disparaissait derrière sa clôture en bois blanc, là où elle cultivait ses pivoines et ses souvenirs. Mais Madeline Carter était bien plus que cela. Elle avait été l'un des meilleurs éléments des forces spéciales de l'armée américaine, tireuse d'élite dans une unité d'élite rare, formée à Fort Benning, décorée de 2 étoiles de bronze et d'une médaille de la vaillance pour avoir, à elle seule, couvert le repli d'une escouade piégée dans un canyon irakien. Ses tirs, à plus de 1200 mètres, avaient sauvé des vies. Elle n'en parlait jamais. Elle avait servi à Kandahar, à Falloujah, à Ramadi. Elle avait attendu des heures immobiles sous la chaleur, compté les battements de son cœur pour stabiliser sa visée, ajuster son souffle à la vitesse du vent. Elle avait vu des camarades tomber, vu des enfants mourir, vu l'ennemi dans les yeux à travers sa lunette, et elle avait tiré. Toujours juste. Toujours froidement. Mais ce que Madeline n'avait jamais pu effacer, ce n'était pas le bruit des tirs. C'était le silence qui suivait, ce moment suspendu entre la vie et la mort, quand le monde semble figé après une détonation, et que seule reste la conscience aiguë de ce qu'on vient de faire. Elle avait vu le visage de trop de cibles devenir des fantômes dans ses nuits. Mais après 20 ans de service, Madeline Carter s'était retirée dans cette maison modeste, héritée de sa tante, avec l'espoir d'y mener enfin une vie simple, calme et déliée de toute vigilance militaire. Elle voulait entendre le bruissement des feuilles plutôt que les fréquences radio. Elle voulait sentir l'odeur de la terre fraîchement retournée, non celle de la poudre et du kérosène. Elle rêvait de s'endormir sans avoir à mémoriser chaque recoin de sa maison comme un champ de bataille. Pendant quelques mois, ce rêve sembla à portée de main. Le quartier était calme, les voisins polis, un peu distants, certes, mais jamais hostiles. Le genre d'endroit où les enfants la saluaient d'un timide « Bonjour madame » et où le facteur souriait en tendant le courrier. Madeline tondait sa pelouse elle-même, promenait Charlie chaque matin, et apprenait peu à peu à poser son sac à dos militaire intérieur, celui rempli de réflexes, d'alertes et de cicatrices invisibles. Mais la paix ne dura pas un an. Le jour où Doug Whitmore emménagea dans la maison voisine, un frisson discret parcourut le quartier, et Madeline le sentit immédiatement. Ancien routier, divorcé, sans enfant, Doug avait ce genre d'énergie rugueuse et agressive qui entre dans un lieu comme un vent poussiéreux, bruyant, intrusif, impossible à ignorer. Il débarqua avec son pick-up Ford F-350 bruyant, une remorque pleine d'armes de chasse, une collection d'autocollants antigouvernementaux et une immense glacière remplie de bières bon marché. En 2 jours, il avait transformé sa maison en un manifeste ambulant. Un drapeau Don't Tread on Me flottait fièrement sur son porche. Un autocollant, second amant au roi, ornait sa boîte aux lettres. Des pancartes anti-immigration décoraient sa clôture. Et le soir venu, on l'entendait, ivre, gueuler à la télévision ou appeler ses anciens collègues pour se plaindre des libéraux et des parasites du système. Le voisinage restait poli, mais évitait son regard. Madeline, elle, ne réagissait pas. Elle avait vu bien pire que ce type. Elle en avait même éliminé, dans des circonstances bien plus extrêmes. Mais Doug sentait quelque chose en elle qu'il n'arrivait pas à saisir. Une force tranquille qui le dérangeait. Alors il chercha à l'ébranler. Un après-midi, alors que Madeline arrosait ses rosiers, pieds nus sur l'herbe, chapeau de paille vissé sur la tête, Doug apparut, bière en main, bedaine en avant, et lança d'un ton faussement jovial mais clairement hostile. « T'as pas l'air d'être d'ici, hein ?» Ses yeux pétillaient de provocation.
Il voulait la voir réagir. Il voulait mesurer sa place, tester ses limites. Madeleine le regarda sans un mot. Elle resta droite, son tuyau d'arrosage toujours en main. Le silence entre eux devint lourd. Charlie, le vieux labrador, grogna faiblement en se redressant sur le perron. Et dans ce court instant, Doug crut percevoir une étincelle étrange dans le regard de sa voisine. Un éclat, froid. Mais elle ne dit rien. Elle détourna les yeux, replanta sa pelle dans la terre, et continua à arroser ses fleurs. Pour Doug, ce silence n'était pas une fin. C'était un défi. Et il avait l'intention d'y répondre. Malheureusement pour lui, il venait de déclencher une guerre qu'il ne comprenait pas. Le lendemain, elle trouva un mégot de cigarette encore tiède, écrasé avec négligence sur le bord de ses hortensias. Le filtre avait brûlé un pétale, laissant une trace noire sur le rose délicat. Madeleine ne dit rien. Elle sortit un gant de cuir, le ramassa, et le jeta dans une petite boîte métallique qu'elle gardait sous son établi. Elle savait déjà à qui appartenait ce geste. Le jour suivant, ses sacs poubelles furent déchirés, répandus devant sa clôture comme un message silencieux. Les déchets souillaient ses fleurs, et une odeur âcre flottait dans l'air chaud du matin. Un voisin détourna les yeux en passant. Personne ne voulait se mêler de ce que Doug faisait. Il faisait peur. Puis vint la fausse plainte. Une lettre, signée anonymement mais truffée d'accusations absurdes, fut transmise au syndicat de quartier. La résidente du 118 semble cacher quelque chose. Allée et venue suspecte, comportement étrange, chien potentiellement dangereux. Peut-être qu'elle filme les enfants? Madeleine lut le document en silence, un rictus à peine perceptible aux lèvres. Elle avait déjà vu ce genre de harcèlement, ciblé, sournois, vicieux. Doug voulait la provoquer. Il voulait une réaction. Mais il ne comprenait pas à qui il avait affaire. Ce que Doug ignorait, c'est que Madeleine Carter n'était pas une femme qu'on ébranle. Elle avait déjà survécu à des embuscades, à des trahisons internes, à des décisions impossibles prises sous le feu. Elle n'était plus sur le terrain, certes. Mais en elle, les réflexes étaient toujours là. Vifs, silencieux, implacables. Et plus que tout, sa patience avait été aiguisée comme une lame. Elle ne répondit pas à la haine par la haine. Elle observa. Comme dans les plaines d'Irak ou les montagnes afghanes, quand il faut rester allongé 10 heures sans bouger, à écouter le vent et les silences. Quand chaque détail compte, et que le moindre mouvement peut annoncer la mort. Elle appliqua la même méthode à son nouveau voisin. Elle commença un carnet. Noir. Sans titre. Chaque page était une cartouche de plus. Elle nota les horaires de Doug avec une rigueur militaire. Quand il partait travailler, rarement avant 10 heures. Quand il revenait, souvent avec l'odeur d'alcool. À quelles heures il sortait son fusil dans sa cour, prétendant le nettoyer, alors qu'il titubait en parlant seul. Elle fit une carte mentale des caméras de surveillance qu'il avait installées sur sa façade, l'une pointait vers la rue, l'autre subtilement vers son propre jardin. Elle nota la marque de bière qu'il buvait, une canette verte et jaune, bon marché, qu'il empilait sur son perron comme des trophées. Mais ce qu'elle traqua avec une précision clinique, ce furent ses comportements à risque. Elle nota tout, méthodiquement. Doug conduisait régulièrement en état d'ébriété. Elle enregistra des vidéos avec son téléphone, moteur en marche, verre à la main, cris d'insultes lancés par la fenêtre ouverte. Il entreposait des armes non sécurisées dans son garage. Elle le vit un soir, ivre, exhiber une carabine semi-automatique à un ami tout aussi saoul, la posant contre un mur sans aucune sécurité. L'arme resta là, en vue, pendant des heures. Il filmait les passants noirs du quartier. Madeleine l'aperçut plusieurs fois, à moitié cachée derrière ses rideaux, téléphone en main, murmurant des insultes. « Regarde-moi ça, encore un qui traîne. Qu'est-ce qu'il fout ici ?» Il enregistrait les enfants jouant sur le trottoir. Il murmurait des mots qu'elle connaissait bien, des mots qui, dans d'autres pays, avaient justifié des guerres civiles. Doug n'était pas seulement un raciste. C'était une menace. Et Madeleine, elle, ne prenait jamais une menace à la légère. Dans son garage, entre ses outils de jardinage, elle installa discrètement une petite station d'observation. Pas d'armes.
Pas de violence. Juste des faits. Des preuves. Et le calme d'une stratège. Ce soir-là, la lune baignait le quartier d'une lumière blafarde. Le vent faisait crisser les feuilles des érables, et le silence aurait pu être paisible, si Doug Whitmore n'avait pas une fois de plus décidé de le briser. Depuis sa fenêtre du premier étage, la voix pâteuse de Doug fendit la nuit. Va donc jouer à la soldate ailleurs, tu fais peur aux enfants. Le ton était moqueur, mais il y avait dans cette phrase une note acide, un mépris qui cherchait à blesser, à humilier. Le genre de mot qui, pour d'autres, aurait pu déclencher un cri, une gifle, ou un appel à la police. Mais Madeleine Carter n'était pas comme les autres. Elle resta immobile sur son perron pendant quelques secondes, sa main toujours posée sur la poignée de la porte. Elle n'était pas en colère. Elle était lucide. Focalisée. Ce n'était pas la première insulte. Ce ne serait pas la dernière. Mais cette nuit-là, quelque chose bascula. Elle entra calmement. Défit les lacets de ses bottes. Mit l'eau à bouillir dans sa vieille bouilloire en fonte. Puis, dans un geste aussi naturel qu'une routine militaire, elle passa en mode opérationnel. Son garage, jusqu'alors simple abri pour outils, devint en quelques heures un centre d'observation clandestin, digne d'une mission spéciale. Rien d'illégal. Rien de visible de l'extérieur. Mais chaque élément avait un but précis, un angle maîtrisé, une justification technique. Une caméra infrarouge, discrètement installée derrière une grille d'aération orientée vers l'allée de Doug. Invisible de jour. Redoutable de nuit. Elle permettait à Madeleine de surveiller les déplacements, les colis suspects, les manipulations d'armes que Doug effectuait souvent dans l'ombre. Un micro directionnel, monté sur un trépied léger, pointé vers la fenêtre d'où Doug éructait ses insultes. Réglé pour ignorer les sons ambiants et capter uniquement les fréquences précises de sa voix. Chaque injure, chaque menace, chaque murmure raciste était désormais archivé. Un ordinateur portable ultra sécurisé, protégé par double authentification biométrique, posé sur un établi. Dans des dossiers nommés avec la sobriété d'un agent du renseignement, elle classait chaque preuve. Dossier 0 un comportement agressif verbal. Dossier 02 manipulation d'armes à feu. Dossier 03 signes de radicalisation. Dossier 04 infraction au code de la route, conduite en état d'ivresse. Dossier 05 marasme ciblé Madeleine C. À l'intérieur de ces dossiers numériques. Des vidéos de Doug en train de hurler à travers son jardin, torse nu, bière à la main, proférant des insultes raciales dignes d'un autre siècle. Des captures d'écran de Doug s'entretenant via Skype avec un certain Earl, membre revendiqué d'un groupe extrémiste local. Madeleine, avec sa rigueur militaire, avait analysé les conversations à partir de leurs reflets captés dans une fenêtre, grâce à un filtre de contraste thermique. Des séquences vidéo où l'on voyait Doug sortir des armes de son garage, les poser sur sa table de jardin, et les nettoyer sans aucune sécurité, avec des enfants jouant à quelques mètres à peine. Elle documenta chaque infraction avec date, heure, angle de prise. Comme en opération, pas d'émotion. Juste les faits. Le béton juridique. À aucun moment elle ne chercha à l'affronter frontalement. Elle ne frappa pas à sa porte. Elle n'éleva jamais la voix. Parce qu'elle savait. Elle savait que Doug n'attendait que ça, une réaction, un cri, un débordement qu'il pourrait filmer, retourner contre elle, déformer, et brandir comme une preuve de menace. Elle l'avait vu 1000 fois ailleurs, sous d'autres drapeaux. Alors elle construisait le seul tir qui ne rate jamais, celui de la vérité documentée. Dans son garage, Charlie, son vieux labrador, dormait paisiblement sur une couverture, comme s'il sentait que sa maîtresse, à nouveau, protégeait un territoire. Mais cette fois, ce n'était pas l'Afghanistan. Ce n'était pas une zone de guerre. C'était sa maison. Sa rue. Son pays. Et cette fois, Madeleine Carter ne se battrait pas avec un fusil. Elle se battrait avec les preuves, la précision, et la loi. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la première insulte hurlée depuis la fenêtre de Doug. 3 semaines pendant lesquelles Madeleine avait observé, recueilli, compilé. 3 semaines pendant lesquelles elle avait attendu le moment où son silence deviendrait une arme plus puissante que n'importe quelle balle. Puis, un matin gris et lourd de juillet,
Doug reçut un colis discret posé sur le pas de sa porte. Aucun nom sur l'emballage. Aucun retour d'adresse. Juste un paquet soigneusement scellé, un poids léger dans ses mains rugueuses. Intrigué, Doug ouvrit lentement le paquet. À l'intérieur, une clé USB noire mat, enveloppée dans un tissu épais. Et une simple feuille de papier, pliée en 4, sur laquelle était écrit, d'une écriture nette, presque froide. Je n'utilise plus de balles. Seulement la vérité. Regarde bien. Et réfléchis à ce que tu vas faire ensuite. Un frisson glacé parcourut Doug. Il comprit immédiatement le message. Quelqu'un avait surveillé ses moindres gestes. Quelqu'un l'avait attendu, patient, méthodique. Il se précipita vers son ordinateur, l'inséra dans la prise USB. Son écran s'alluma et une vidéo se lança automatiquement. Ce qu'il vit le mit face à lui-même, sans filtre, sans échappatoire. Lui, titubant dans sa cour, bouteille de bière à la main, criant des insultes raciales en direction de la rue. Sa voix rauque, les mots lourds de haine, résonnaient dans ses oreilles comme un jugement. Un extrait où il manipule une carabine, la nettoie négligemment, l'arme pointée vers le sol, sans jamais respecter les règles de sécurité. Des vidéos prises par ses propres caméras, montrant son comportement erratique, agressif, inquiétant. Un segment audio capté lors d'une conversation Skype, où il échangeait avec un homme, dont la voix hachée parlait de « préparer la résistance » et de « défendre nos valeurs contre l'envahisseur ». Après la vidéo, l'écran s'ouvrit sur un document numérique, organisé avec la rigueur d'un dossier d'enquête. Un catalogue clair des infractions légales qu'il avait commises. Possession illégale d'armes à feu. Conduite en état d'ivresse. Harcèlement racial. Participation présumée à un groupe extrémiste. Une carte interactive de ses allées et venues, ses appels téléphoniques et les dates des incidents documentés. Une copie du dossier complet, prête à être envoyée, sous forme de messages prérédigés, aux autorités locales, au FBI, et même à son employeur. La vidéo se termina sur une image fixe, celle de Madeleine Carter. Elle le regardait droit dans les yeux, sans colère ni pitié, mais avec une précision glaciale. Son regard était celui d'une femme qui avait vu assez de chaos et de violence pour ne plus jamais trembler. En lettres blanches, sur l'écran noir, s'afficha un unique mot. Vise mieux. Un message clair et sans appel. Un avertissement. Une promesse. Doug recula de sa chaise, le souffle court, le visage blême. Pour la première fois, il réalisait que la guerre n'était plus une question de puissance brute. Elle se jouait désormais sur un terrain où la vérité, la patience et la précision étaient les seules armes capables de faire plier la haine. 3 jours après la réception du colis, les sirènes déchirèrent la quiétude du quartier. Des voitures aux gyrophares bleus et rouges encerclèrent la maison de Doug Whitmore. Le FBI, accompagné de la police locale, procéda à une perquisition minutieuse. Chaque pièce, chaque recoin fut passé au peigne fin. Des armes non déclarées, des munitions interdites, des documents liés à des groupuscules extrémistes furent saisis. Doug fut arrêté sous plusieurs chefs d'accusation. Détention illégale d'armes. Menaces à caractère raciste. Participation à une organisation terroriste locale, selon les preuves recueillies. La nouvelle se répandit vite dans le quartier. Peu à peu, les voisins, jusque-là muets par peur ou résignation, commencèrent à se confier. Ils révélèrent les remarques désobligeantes, les comportements agressifs, les regards haineux que Doug leur avait infligés. Mais aucun n'avait osé réagir ouvertement avant. Madeleine, elle, avait brisé ce silence. Pendant ce temps, dans son jardin, Madeleine reprenait sa routine. Elle arrosait ses pivoines, roses, et hortensias avec la même douceur qu'au premier jour. Son jardin prospérait, vibrant de vie, comme une métaphore silencieuse de la paix retrouvée. Charlie, son vieux labrador, plus lent désormais, s'étirait paisiblement à ses pieds, ses yeux pleins de confiance. Madeleine avait transformé un combat hostile en une victoire subtile, presque invisible. Elle n'avait pas tiré une seule balle. Elle avait utilisé la vérité, la loi, la patience. Quelques mois plus tard, une invitation inattendue arriva. Une université prestigieuse de droit à Washington DC lui proposa de venir parler devant une assemblée composée d'étudiants, de juristes,
de militants des droits civiques, et même d'anciens militaires. Le thème. Comment neutraliser un danger sans tirer une balle, stratégie, preuve et patience. Sur scène, face à un public attentif, Madeleine, vêtue sobrement mais avec une élégance naturelle, prit la parole. J'ai appris à viser le cœur. Pas avec une arme, mais avec la force de la justice. Puis j'ai appris à viser le système, à le percer avec des preuves solides, irréfutables. Aujourd'hui, je ne tire plus pour tuer, je vise à faire changer les choses. Son discours fut accueilli par des applaudissements respectueux. Elle savait que son combat dépassait désormais la simple querelle de voisinage. C'était un message puissant. La paix et la justice peuvent triompher sans violence.